Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inventaire, format où l'on revient chaque mois sur les films qui sont rentrés dans la collection du Ocho Picture Club. Je le rappelle, nous sommes sur Instagram, sur YouTube pour la version longue et récemment sur Letterboxd. Donc c'était un mois de février bien chargé. Il y a beaucoup de films qui sont rentrés dans le Ocho Picture Club, mais bon, à un moment, il faut aussi faire des choix. Commençons par notre premier film qui n'est autre que Prey de Dan Trachtenberg. Je précise quand même que Dan Trachtenberg est le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, cette suite à Cloverfield de Matt Reeves. Pour faire rapide, on suit Naru qui ne s'intéresse pas comme les autres femmes du camp aux tâches qui leur incombent, mais elle veut devenir une chasseuse comme son frère qui est en passe de devenir le plus grand chasseur du camp. Et on va se rendre très rapidement compte dans ces décors magnifiques que je n'ai pas situés parce que ça fait partie des plot twists de l'histoire, que Naru va évoluer et va devoir affronter le Predator. Predator, donc comme vous savez, c'est ces extraterrestres qui viennent déposer sur Terre parmi leurs plus grands guerriers pour affronter les plus grands prédateurs de cette Terre. C'est pour ça que dans le film, on a régulièrement des plans de la nature où on a des prédateurs qui vont manger leur proie, etc. Tout ça pour dire que les plans de nature sont légion et ils sont tous magnifiques. Et c'est un parti pris du réalisateur, on le remercie, qui est de filmer en majorité en décor naturel avec le moins possible de fond vert. Bien évidemment, il y a des effets partout, il y a des vaisseaux spatiaux, enfin un vaisseau spatial, en l'occurrence, il y a le Predator avec tous les effets, vous savez, d'invisibilité, bien évidemment, tout ça c'est du numérique. Donc pour moi, c'est un film que je ne peux que conseiller. Moi, ces films qui essaient toujours de se renouveler intelligemment, que ce soit dans l'écriture de son scénario, que ce soit dans l'utilisation de son décor, que ce soit dans l'utilisation de son personnage principal et des personnages qui gravitent autour, de la franchise de Predator. Quand on se renouvelle à ce point-là, on ne peut que conseiller ce film, donc Prey, allez-y, et vous ne perdrez pas ni votre temps, ni votre argent. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un 4K. Je l'ai découvert sur Disney+, parce que la Fox, comme vous le savez, appartient maintenant à Disney. Mais après l'avoir vu sur Disney, je me suis dit, ce film, je veux le posséder, je vais pouvoir le prêter. Donc je l'ai acheté en version 4K, pensant que ça allait magnifier l'image et les décors. C'est un 4K honorable, mais je pense que le Blu-ray fait largement le job aussi. Donc, Prey, allez-y, foncez. Pour ceux qui regardent un petit peu les décors du Ocho Picture Club, ils savent que David Lynch est un de mes réalisateurs préférés. Je le suis depuis, comme beaucoup de monde, la série Twin Peaks dans les années 90. Avec son décès récent, il fallait que je comble en fait le vide des films que je n'avais pas encore de lui dans la collection. Une histoire vraie qui a été, lors de sa sortie, un peu déroutant pour les fans de Lynch, qui, même si c'est un terme un peu galvaudé, on s'attendait à une œuvre surréaliste, œuvre auquel il nous a habitués pendant toute sa carrière, et au final on se retrouve avec un film passé les premiers plans, qui rappelle sa grammaire et son surréalisme, à en fait une histoire vraie. Donc un traitement assez naturaliste. C'est l'histoire d'un frère, de deux frères plutôt, dont un va faire une attaque cardiaque. Ces deux frères ne se parlent plus depuis 10 ans. Et le premier, donc celui qui n'est pas tombé malade, va décider de rendre visite et de mettre derrière lui son orgueil et sa fierté et de rendre visite à son frère malade. Et il va prendre son tracteur et on va suivre son voyage, le voyage de ce frère à travers les États-Unis. Donc je le redis, c'est un film qui est en dehors de ce à quoi a pu nous habituer David Lynch. Pour ce qui est encore une fois du master, donc là c'est encore un 4K, décidément le mois de février est sous le signe de la 4K, donc de l'Ultra HD. Le master de Studio Canal est de toute beauté. Le HDR est d'une puissance, des nuances de noir, dans des nuances de haute lumière, parce que aussi le choix artistique de la photo de ce film le permet aussi. Donc une histoire vraie, je pense que c'est, je dirais pas une porte d'entrée sur l'œuvre de David Lynch, parce que ça va, pour le coup, si vous n'avez jamais vu de film de David Lynch et que vous commencez par ça, vous allez être complètement dérouté par la suite. Mais c'est un film que vraiment tout le monde peut regarder. En seconde recommandation, si vous voulez vraiment vous intéresser à l'œuvre de David Lynch, je vous conseille Blue Velvet, qui a une partie dans les codes du film d'enquête, et ensuite ça bascule dans le surréalisme propre à David Lynch. Et c'est vraiment, pour le coup, je pense que Blue Velvet est vraiment beaucoup plus parlant et beaucoup plus fidèle à l'œuvre de David Lynch.
Souvenez-vous de ce film, souvenez-vous de Memory de Michel Franco, réalisateur mexicain, réalisateur de New Order, que je n'ai pas vu. Malheureusement, moi j'ai découvert donc son œuvre avec Memory. Memory avec Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Comme le titre le laisse entendre, le thème, c'est la mémoire. Donc nous avons le personnage de Jessica Chastain qui travaille dans le social. Sa vie est organisée autour de son travail, de sa fille unique, et de ses réunions aux alcooliques anonymes. Tout ce quotidien va être perturbé par l'arrivée du personnage de Peter Sarsgaard. À la fin d'une réunion dans un lycée, Jessica Chastain va être suivie par ce personnage. On va croire bien évidemment dans un premier temps qu'il veut la violer, hein, tout simplement. Sauf que ce n'est pas le cas, il va rester devant chez elle pendant toute la nuit. Elle va le retrouver le lendemain matin, tel un sans-abri à dormir près des poubelles en bas de chez elle, et une relation va commencer à se développer entre eux. Elle va se rendre compte très rapidement qu'il est atteint par la maladie d'Alzheimer, mais malgré tout, lui va se sentir attiré par elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il est attiré par elle, et elle, au fur et à mesure, semble se rappeler de lui. Toute la question, ça va être, se connaissait-il avant, oui ou non? Et surtout, est-ce que lui est véritablement atteint par la maladie d'Alzheimer ou est-ce qu'il fait, en gros, semblant? On est vraiment sur une approche de son thème extrêmement intelligente, pas du tout didactique, et on est à fond avec tous les personnages. Je ne m'attendais pas à un film aussi réussi. C'est un petit film par ses moyens, mais un grand film par l'exploration et l'exploitation de son thème. Allez-y, vous serez captivé du début à la fin. Décidément, ce mois de février est sous le signe de la 4K parce que le prochain film dont je vais vous parler, c'est Bike Riders. Bike Riders dans son édition 4K. Bike Riders, le nouveau film de Jeff Nichols. Comme tous les films de Jeff Nichols, c'est un film qui prend son temps. On est vraiment dans la dilatation du temps. Il faut aimer les plans longs. Il faut aimer le fait que le scénario prend son temps avant de décoller. Et ça faisait longtemps, vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas vu ni sur les plateformes et ni en salle. Et donc là, il revient en salle avec ce Bike Riders qui dépeint une Amérique en plein changement à la fin des années 60. On suit, comme vous en doutez, comme le laisse entendre le titre, un club de bikers qui va évoluer avec ces nouvelles venues, ces nouvelles recrues qui vont intégrer le club dirigé par Tom Hardy, ont des intentions qui sont bien différentes. Eux, en fait, avaient avant un esprit de liberté, et dont Tom Hardy se revendique, et Austin Butler, qui vient de rejoindre ce club, sont les porte-paroles, sont quelque part les étendards, vont devoir se confronter à ce changement des États-Unis avec ces vétérans, et qui eux ne sont plus du tout dans la même dynamique, qui sont plus vers quelque part, donc plus un esprit de liberté, mais un esprit de défiance face au gouvernement, et qui sont prêts à se faire de l'argent, peu importe la manière. Le tour de force de ce film, c'est d'être raconté du point de vue du personnage de Jodie Comer, elle qui va tomber sous le charme du personnage de Austin Butler et qui va partager sa vie avec lui pendant un certain nombre d'années. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, comme souvent dans ces clubs de motards, on a cet homme idéaliste qui va certes aussi tomber amoureux du personnage de Jodie Comer, mais qui va se voir partager, diviser entre sa fidélité au club et sa fidélité à elle. Et le fait d'avoir choisi le point de vue de Jodie Comer pour raconter l'histoire fait que on est quelque part emporté, et que même si on n'est pas familier avec le monde des bikers, eh bien on est quand même emporté. Briser le quatrième mur avec Inland Empire de David Lynch. Et oui, de David Lynch en une seule émission, c'est possible, on l'a fait. Son dernier film, sorti en 2007, film qu'il a produit, écrit, réalisé, monté. De quoi parle Inland Empire? Est-ce que vraiment je vais oser me lancer dans ce mystère? Mais je vais déjà vous lire ce qui est écrit derrière le Blu-ray. Une histoire de mystère. Au cœur de ce mystère, une femme amoureuse et en pleine tourmente. À Inland Empire, un quartier de Los Angeles proche du désert californien, l'actrice Nikki Grace s'apprête à tourner le remake de 47, un film qui n'a jamais pu être achevé à cause d'une
malédiction. Après l'avoir revu, on comprend plus de choses, mais c'est comme tous les films de David Lynch, il faut les voir vraiment plusieurs fois, parce que c'est une narration qu'on dirait éclatée, mystérieuse, bien évidemment, et comme lui le dit, il veut qu'on se laisse porter par nos sens plus que par une écriture académique du scénario. Donc voilà ce que j'ai écrit sur Inland Empire. Donc vous pouvez retrouver cette critique sur Letterboxd. Donc comme je vous l'ai dit, Letterboxd c'est une application, un réseau social pour les passionnés de cinéma. Ça vous permet de classer vos films, de vous rappeler quand vous les avez vus, d'écrire des petites critiques si vous voulez, ou des longues critiques. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Donc qu'est-ce que j'ai écrit sur Letterboxd? Les images sont toujours aussi vivaces, même après quasiment 20 ans, parce que le film est sorti en 2007. Preuve d'une œuvre qui ne cesse de nous captiver, de nous interroger, malgré une qualité visuelle qui peut repousser. Car oui, filmé avec une caméra Sony PD150, donc on est sur une caméra DV, vous savez, ces petites cassettes. Pour la petite histoire, c'était les caméras qu'on avait quand moi j'étais en fac de cinéma. C'était parmi les premières caméras numériques, semi-pro. Ce n'était pas une caméra HD, donc on est vraiment sur une qualité SD, une qualité moindre. Donc on peut aussi se poser la question du coup de l'utilité de sortir ça en Blu-ray. Donc au-delà de la liberté artistique que pouvait procurer cette caméra, il s'agit ici pour Lynch de briser le quatrième mur. Le quatrième mur au théâtre, c'est quand vous êtes sur scène, donc vous avez les limites à droite et à gauche, et derrière, bien évidemment, avec le décor. Et le quatrième mur, en fait, c'est ce qui est entre le spectateur et l'artiste, les comédiens. Ils sont, eux, dans une fiction, et les spectateurs sont, eux, en train de regarder cette fiction. Donc, c'est dans deux mondes différents, si vous voulez. Et donc, l'idée, en brisant ce quatrième mur, c'est de faire passer, ou de libérer, le personnage principal, donc l'actrice Nikki Grace, de l'écran à la ville. C'est une sorte de continuité aussi, on peut dire, thématique avec Mulholland Drive, qui est sûrement mon film préféré de David Lynch, qui, pareil, raconte l'histoire de l'arrivée d'une aspirante actrice à Hollywood et qui va se faire complètement manger par le système, qui va complètement voir sa personnalité glisser. Là où Naomi Watts, le personnage principal donc dans Mulholland Drive, voulait coûte que coûte devenir une star hollywoodienne, ici Laura Dern, dans Inland Empire, remet en question son statut de star pour mieux le quitter. Et pour conclure, je disais, comme souvent, les films de Lynch se dévoilent à nous au bout de plusieurs visionnages et Inland Empire ne fait pas exception. Donc voilà ce qui conclut notre inventaire du mois de février 2025. Si ce n'est pas encore fait, je le redis, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube et abonnez-vous aussi sur Letterboxd. Donc j'espère encore que ce format vous plaît. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces films, me dire ce que vous pensez de ce format. C'est toujours améliorable, bien évidemment. Donc je compte sur vous et on se retrouve le mois prochain.